parti. Bon, il y a beaucoup de choses. Alors je prends le terrorisme, je laisse les valeurs familiales à Xavier et voilà. C'est l'avantage de parler en premier, c'est que sur le terrorisme, on est dans le même bateau. C'est-à-dire que j'oublie pas que la Russie a été l'un des pays les plus touchés, parce qu'on l'oublie très souvent en Occident. J'oublie pas que vous avez, comme nous avons en France, un certain nombre de combattants sur les territoires moyen-orientaux. Voilà. Sur le terrorisme, je pense tout simplement qu'à l'heure actuelle, si vous voulez, la France n'a pas eu de politique étrangère efficace. Je fais partie de ceux, c'est assez controversé, qui sont allés en Syrie 3 fois cette année. J'étais à Alep en janvier, avec un certain nombre de mes collègues. Je pense qu'en politique étrangère, on peut toujours rêver de choisir l'idéal. Mais qu'il y a des moments où il faut choisir le moindre mal, ou en tout cas le plus efficace. Voilà. Au Moyen-Orient, quelle est la politique étrangère française depuis 5 ans? Ça consiste à dire ni Bachar ni Daesh. Bon, c'est bien, mais une fois qu'on a dit ça, quand on se bat contre tout le monde, eh bien, en résultat, on a des succès nulle part. Et si vous regardez aujourd'hui, la France est, à mon avis, totalement absente de cette zone. Enfin, c'est pas à mon avis, c'est une réalité. Je veux dire, quand vous allez en Syrie, on nous explique que, bon, on regarde les communiqués, mais qu'en réalité, on ne compte pas. Et donc, si on veut lutter efficacement contre le terrorisme, d'abord, ça consiste à l'éliminer là où il est le plus présent, c'est-à-dire au Moyen-Orient. Donc, je pense qu'on doit clairement avoir une politique qui consiste d'abord à soutenir ceux qui luttent contre Daesh ou ceux qui luttent contre ses alliés, c'est-à-dire Jabhat el-Nusra. Voilà. Et je trouve que l'intervention américaine en Irak et l'intervention russe en Syrie sont tout à fait complémentaires et que moi je fais partie de ceux qui souhaitent la victoire des armées syriennes. Parce que chaque terroriste éliminé en Syrie, c'est un risque de moins pour la Russie, pour la France ou pour l'Allemagne. Et donc d'abord, si on veut, je le répète, lutter contre le terrorisme, ça consiste d'abord à avoir une politique claire et clairement à appuyer tous ceux qui se battent contre ces extrémistes et ces djihadistes dans cette zone. Après, il faudra faire évoluer le régime. J'ai jamais dit que le régime syrien était un régime extraordinaire. Attention, loin de là. Deuxièmement, et puis pour finir là-dessus, je pense qu'on a en France tous les outils nécessaires pour faire en sorte, comme la Grande-Bretagne, qu'aujourd'hui tous ceux qui ont été présents en Syrie ne soient pas récupérés sur notre sol. Voilà. Vous savez, il y a un débat en France sur les cellules de déradicalisation, etc. On dépense des fortunes. Moi, je suis désolé, quelqu'un qui aujourd'hui prend les armes en Syrie, alors qu'on a des soldats français d'un côté. La question, c'est pas est-ce qu'il faut le récupérer en France, c'est comment on le traite, parce que cette personne sera un danger potentiel jusqu'à la fin de ses jours. Jusqu'à la fin de ses jours, quand vous discutez avec les services. À partir du moment où quelqu'un est parti en Syrie, s'il n'a pas la chance d'y mourir pour rejoindre Allah, il n'a qu'à y rester et on n'a pas à le récupérer. Et aujourd'hui, comme les Britanniques le proposent, il s'agit tout simplement de, par arrêté administratif, la loi à l'heure actuelle le permet, de ne pas le récupérer sur le territoire français. Après, il fait ce qu'il veut. Et aujourd'hui, on a un vrai danger, j'arrêterai pas là, c'est qu'à mon avis, on a un pays qui joue un double jeu, qui est la Turquie. Je vous rappelle que l'Europe a signé un accord avec la Turquie qui est en clair, la formule n'est pas élégante, mais vous la comprendrez, on vous rend des réfugiés, des demandeurs d'asile, et vous nous envoyez des vrais demandeurs d'asile, puisqu'on a en clair délégué à la Turquie le fait je cherche un autre mot plus élégant, mais de sélectionner les vrais réfugiés pour les envoyer en Europe. Ça signifie qu'au moment où la Syrie progressivement et l'Irak progressivement vont avoir les organisations terroristes battues, ces gens-là vont repasser en Turquie et qu'on risque tout simplement de se les faire récupérer après en France avec la complicité des Turcs. Donc voilà, moi je suis très inquiet et je dis simplement, d'abord, combattre très clair, c'est être allié avec tous ceux qui combattent le terrorisme aujourd'hui, et donc revoir notre politique au Moyen-Orient, et 2, avoir une politique sur le sol national intransigeante, et ça commence d'abord par ne pas récupérer tous ceux qui ont fait le choix d'aller se battre ailleurs. Point final. Je veux dire, la guerre, c'est pas un jeu vidéo, quoi. Quand on décide de prendre les armes en Syrie ou en Irak et d'aller éventuellement se battre contre
en face des soldats dont certains peuvent être français. Excusez-moi, à une époque, ça a été le peloton d'exécution. Et voilà, aujourd'hui, je pense aussi qu'à un moment, il faut rappeler simplement que ceux qui ont trahi les valeurs d'un pays n'ont plus leur place dans ce pays. Voilà. Je laisse la parole, je ne sais pas, à Alexandre sur les valeurs familiales ou à Xavier. Je vais d'abord parler quelques minutes de la différence entre gauche-droite, libéral ou souverainiste. Je pense qu'en France, la question ne se pose pas en ces termes. Je ne crois pas qu'on ni droite ni gauche. Il y a la droite et il y a la gauche. Et on peut être de gauche et souverainiste, et de droite et souverainiste. Moi, personnellement, j'assume parfaitement, je suis libéral conservateur. Pourquoi ? Parce que je vis dans un pays socialiste. Vous savez ce que c'est ? Enfin, vous n'y vivez plus depuis 27 ans. Mais je vis dans un pays où la France qui travaille est pressurée pour financer un État pachydermique qui fonctionne mal et qui ne sert à rien. 57% de notre PIB, c'est l'État. Donc c'est tout à fait inadmissible. Et le seul moyen pour relancer ça, c'est de libérer les entreprises. C'est pas de jouer sur la monnaie, c'est pas d'imprimer, sinon on peut distribuer des photocopieuses à tous les Français pour qu'ils impriment et mettent leur monnaie en s'imaginant qu'ils vont créer de la richesse. C'est pas comme ça que ça se passe. La richesse, elle se crée quand on laisse les gens, les entrepreneurs, produire. Voilà. Je suis entrepreneur, Alexandre aussi il y a plusieurs entrepreneurs ici, et la source de la richesse, c'est ça. Donc dans ce sens-là, je suis libéral. Bien sûr, je ne suis pas pour que la France ouvre ses frontières dans tous les domaines à la planète entière. Et je pense que justement c'est ce que vous confondez en Russie, parce que pour vous le problème se pose en ces termes. Libéral, j'entends souvent ça à la télé russe ou dans les débats auxquels je participe, et il est possible qu'en Russie le débat se pose en ces termes, entre souverainiste et libéral. Mais en France c'est pas ça. Le problème de la France, c'est de sortir du socialisme. Nous sommes dans une économie, dans un modèle économique que vous avez quitté il y a 27 ans. Il faut bien vous rendre compte de ça. Et c'est pour ça que vous avez un endettement de 15% de votre PIB, c'est pour ça que nous, on est à 100%. Et c'est pour ça que, sous bien des aspects, l'économie russe est bien plus saine que l'économie française. Donc ça, c'est pour répondre par rapport à la question souverainiste et libérale. En ce qui concerne la famille, bon, moi c'est pas un secret, j'ai milité contre le mariage homosexuel. J'aurais aimé que ce soit dans le programme de François Fillon, ça ne l'est pas. Il y est personnellement opposé, il a voté contre, comme il est contre l'avortement également, mais il a décidé de ne pas remettre ça en cause, dont acte. Cependant, il considère que la famille est effectivement le socle fondamental de la société, et surtout, il est celui qui pourra remettre dans l'ordre dans notre natalité. Savez-vous que ces 2 dernières années, la natalité française baisse, alors que justement avec l'Irlande, nous étions les 2 pays d'Europe à avoir une bonne natalité. Pourquoi ? Parce que nous avons un système social qui fonctionne bien, etc., etc. Il y a ça, et il y a également un autre point auquel j'ai fait allusion, c'est que François Fillon considère que un enfant est un sujet de droit et pas un objet de droit. C'est-à-dire que l'enfant n'est pas quelque chose que vous pouvez fabriquer. En gros, pour être clair, vous ne pouvez pas aller chercher le sperme de quelqu'un pour l'inséminer dans une femme, sachant que l'enfant ne connaîtra jamais qui est son père. Ça, c'est pas possible. Parce que un enfant n'est pas un objet de droit, un sujet de droit. Et il a le droit de savoir qui est son père. Et il a le droit de savoir qui est sa mère. Bien sûr, dans la vie humaine, quelquefois, il y a des parents, il y a des enfants qui naissent sans connaître ni leur père ni leur mère. Je sais de quoi je parle, puisque je suis 2 fois père adoptif. Mais ça, c'est le malheur naturel de la vie contre lequel on ne peut rien. Mais fabriquer du malheur, comme c'est le cas si jamais on fait de la procréation médicalement assistée, faire un enfant où on a décidé pour lui qu'il ne connaîtrait pas son père, ça c'est inhumain, et c'est un respect absolument, c'est un manque de respect absolu vis-à-vis de la dignité de la personne humaine. Voilà pourquoi je voterai pour François Fillon. Je vais répondre à votre 3e question, mademoiselle. Vous parlez très bien français d'ailleurs, bravo. L'affaire Fillon. L'affaire Fillon n'est pas une affaire. C'est une affaire parce que les juges s'en sont saisis. Mais ce n'est pas une affaire. Qu'a fait François Fillon ? Il a embauché sa femme et ses enfants comme assistants parlementaires. C'est parfaitement légal en France. Tout le problème est de savoir a-t-elle travaillé ou est-ce un emploi fictif. Voilà.
Mais bien sûr que sa femme a travaillé. Et je mets au défi quiconque de prouver qu'elle n'a pas travaillé. François Fillon était le plus jeune député, à 27 ans. Et depuis, il a été député, sénateur, maire, président du conseil régional, ministre, premier ministre, et j'oublie certaines de ses fonctions. Il est impossible pour sa femme de ne pas avoir travaillé. Ça fait 22 ans que je suis en Russie, 22 ans que je vois les épouses d'ambassadeurs qui ne travaillent pas, les épouses d'ambassadeurs, qui n'arrêtent pas de faire de la représentation, de faire des discours pour leur mari, de recevoir à la résidence, de s'occuper des dîners, de s'occuper... Les femmes d'ambassadeurs travaillent tout le temps, sauf qu'elles ne sont pas rémunérées. Comme assistant parlementaire, ils ont le droit de le faire. Ils avaient le droit parce que je crois que la loi a changé maintenant et on ne peut plus. Si, on peut. Ah, on peut toujours, voilà. Donc ils veulent changer ça, je crois. Voilà. Mais, donc oui, Madame Fillon a travaillé. Oui, c'était légal, donc il n'y a pas d'affaire Fillon. Merci. Mademoiselle. Ce qui est important de dire, c'est qu'il y a quelque chose qui se passe, ça a été rappelé par monsieur le député, par Emmanuel, par Xavier, par Alexandre et par moi-même. Il y a quelque chose qui se passe qui est inédit actuellement. Aujourd'hui, dans cette campagne, il y a une prise de pouvoir des médias de ce qui serait l'opinion et donc le vote futur des Français. Aujourd'hui, on a des hommes très influents, très importants, comme Pierre Berger. Alors Pierre Berger, pour les Russes, qui ne connaissent pas forcément, c'est l'un des propriétaires du Monde et du Nouvel Obs, qui sont donc deux médias parmi les plus importants en France, qui publiquement tweet qu'il mettra à disposition du candidat Macron tous les outils qu'il a en sa possession pour le soutenir, pour le mettre en avant. Lorsque l'on a deux médias aussi importants qui sont contrôlés par un homme qui a pris une position claire et nette dans son choix, quelle est la part d'honnêteté rédactionnelle dans le traitement d'information des médias aujourd'hui en France? C'est un exemple concret. Il y a d'autres exemples qui sont très simples, qui sont le nombre de couvertures, le nombre de unes, le nombre d'articles concernant le candidat choisi par les médias, donc Emmanuel Macron, depuis maintenant 6 mois, depuis 4 mois, depuis etc. Et la seule chose qui a été dite de la part de En Marche sur ce thème-là pour se défendre, c'est oui, mais de novembre à fin janvier, la droite et la gauche ont fait plus de une. Oui, on avait une primaire. Eux n'en avaient pas. Donc effectivement, ça a pris un petit peu l'occupation dans les médias. Mais hormis ces deux primaires, à gauche comme à droite, hormis ce temps de primaire, les médias ont massivement orienté le choix des Français vers une direction, celle qui a été expliquée par Xavier, par Alexandre, le choix Emmanuel Macron. C'est donc pour la partie média, en tout cas, ce que je voulais dire. Alexandre, peut-être sur la partie statistique, mais oui. C'est globalement assez conjoint. Assez conjoint. Très rapidement, pour démystifier ce sujet, ce qu'on constate, c'est qu'historiquement en France, au cours de la période récente, on a, lors des élections qui ont lieu dans les écoles de journalisme, on a des votes qui sont très majoritairement à gauche. C'est des faits qui sont vérifiables sur Internet. C'est-à-dire que sociologiquement, le journaliste français est plutôt un homme de gauche, au sens de la gauche socialiste. Vous pouvez trouver ces informations en anglais, en français sur Internet. Les sondages, les élections qui ont eu lieu dans les écoles de journalisme ont donné des résultats à la gauche de l'ordre de 90, 95, jusqu'à 100%, je crois, dans certaines écoles. Donc on est sur des gens qui ont un profil sociologique extrêmement monolithique, extrêmement similaire. Donc évidemment, quand ces journalistes rentrent en fonction, c'est logique que ça se transcrive dans leur prise de position, et malheureusement, ça ne devrait pas être le cas, mais dans toute leur production en fait de matériel. À cette tendance, s'est superposée au cours des 10 dernières années une nouvelle tendance que vous connaissez tous, c'est Internet. Il y a de plus en plus de nouveaux sites Internet, il y a de plus en plus de sites alternatifs, on trouve tout et n'importe quoi, mais il y a beaucoup de gens qui ont une vision assez différente de ce qui se dit dans les grands médias et qui l'expriment sur Internet. Donc aujourd'hui, ces deux dynamiques, elles se télescopent un petit peu. Et puis c'est vrai, on a constaté tous, vous l'avez vu récemment,
lors du Brexit, lors de l'élection de Trump, lors des primaires en France, eh bien, ce qu'on nous avait affirmé qu'il allait se passer, c'est-à-dire ce que j'appelle le grand scénario, ne se réalise pas. C'est-à-dire que je pense que les populations en Europe et en Occident sont beaucoup plus sous pression qu'elles ne l'étaient il y a 10 ans ou 15 ans pour des raisons identitaires, économiques, peu importe, et que ça se traduit de façon électorale. Donc aujourd'hui, il faut prendre avec beaucoup de précaution les sondages, parce que vous avez vu que même en Russie, les sondages ne s'avèrent plus aussi justes qu'avant. Donc je pense qu'aujourd'hui, moi, je peux vous donner un conseil, je m'intéresse beaucoup à ces sujets. Il y a 6 ans, j'ai fait une conférence ici même à Guimau sur l'image de la Russie dans les médias français. Et donc ce thème m'intéresse. Il y a des instituts, notamment au Canada, qui travaillent sur l'analyse médiatique Big Data. C'est-à-dire qu'en fait, ils font des projections de vote en utilisant une analyse Big Data et notamment les mots-clés recherchés sur les moteurs de recherche. Et ils avaient prévu du Trump, ils avaient prévu le Brexit. Donc je pense que quand vous avez une information d'un institut de sondage français, prenez-la avec beaucoup de modération, regardez ce qui se fait en Amérique du Nord, où pour le coup là ils sont peut-être en avance, et ils font de l'analyse prédictive, on va dire, informationnelle par le Big Data qui s'avère souvent juste. Voilà. Merci. Merci. Mais parce que la réponse est connue. Voilà, sur les relations avec la Russie, on est dans une posture en France et en Occident qui aujourd'hui est bloquée. C'est-à-dire que tous, y compris Emmanuel Macron qui maintenant dit le contraire en France, la plupart sont venus à Moscou et dire il faut lever les sanctions. Et puis ils rajoutent virgule dès que les accords de Minsk sont respectés. Les accords de Minsk sont morts. J'étais il y a 3 jours à l'OSCE à Vienne. Aujourd'hui, les accords de Minsk, plus personne n'y croit. Je veux dire, c'est en réalité parce que vous savez très bien que d'abord le cessez-le-feu n'est pas respecté, et ça, franchement, les responsabilités sont réciproques, enfin des deux côtés. Mais il y a aussi des obligations légales qui sont la loi d'autonomie, la loi d'amnistie, la loi électorale, et ça, la Rada ukrainienne ne veut pas le voter. Donc aujourd'hui, on est dans un paradoxe qui est qu'on applique des sanctions à un État parce que l'autre ne respecte pas aussi sa parole. Voilà. Donc aujourd'hui, la position française et la position de François Fillon, c'est dire qu'il faut trouver une sortie là-dessus. Et qu'en clair, il faut que ces sanctions cessent. Voilà. Et ça a été dit et redit par François Fillon en France et en Russie. J'insiste là-dessus parce que je ne suis pas l'avocat des autres partis, mais Marine Le Pen dit la même chose, Mélenchon dit la même chose, M. Macron dit la même chose à Moscou, il dit le contraire à Paris. Voilà. Parce que à Paris, il a dit oui, il faut le faire avec les autres pays européens. C'est pas compliqué, si vous demandez l'avis aux Lettons et aux Polonais, la réponse vous la connaissez, donc en réalité elle ne se fera pas. Donc voilà, je pense que sur les sanctions, la réponse est très claire. Sur la Crimée, la réponse est moins claire. Mais c'est un débat entre nous. Il faut trouver une solution pour sortir aujourd'hui de cette impasse. De toute façon, personne ne croit une seule seconde que la Crimée reviendra à l'Ukraine. Voilà. Pour moi, le vrai problème aujourd'hui, il est qu'on ait la paix dans le Donbass. Voilà. Il y a des milliers de gens qui sont morts. La Crimée, pardonnez-moi, en France on dit la messe est dite. Voilà. Et le problème c'est d'essayer de trouver une solution dans le Donbass pour que dans le Donbass effectivement la paix soit rétablie le plus vite possible et qu'on arrête d'avoir des pertes civiles notamment. Voilà. Mais donc sur les sanctions, la position est très claire. Je pense qu'il y a une différence ontologique entre la gauche et la droite. La droite considère que l'élection, comme en Russie, que la démocratie c'est l'élection. C'est-à-dire qu'il y a un vote et est démocrate ceux qui remportent la majorité. La gauche considère que ce qui est démocrate, c'est ce qu'elle a décidé. Alors c'est qui elle ? Eh bien, ce sont des élites autoproclamées que personne n'a jamais élues, qui font partie donc de cette plutocratie que j'ai décrite dans ma première
dans ma première intervention. Donc effectivement, je pense que ce ne sera pas de tourpeau pour François Fillon. D'ailleurs, il s'y attend. Il sait très bien qu'il aura contre lui tous les corps intermédiaires rétrogrades dont la France a accouché après la Deuxième Guerre mondiale, les syndicats, quels qu'ils soient, et autres, et bien sûr cette espèce de tribunal médiatique permanent qui a déjà commencé à juger. Et j'estime de mon côté que le mandat de François Fillon a déjà commencé. Il a commencé il y a 4 semaines lorsqu'il s'est fait attaquer par la presse et par ce tribunal médiatique. Donc, effectivement, je pense que le mandat de François Fillon ne sera pas de tourpeau. Alors, je veux pas dire, Monek Kidem me disait en plaisantant, à chaque fois on dit que c'est l'élection de la dernière chance. Donc, j'espère qu'on sera toujours en démocratie, qu'on dira toujours ça dans 3 siècles. Mais c'est vrai que on est vraiment à un tournant. Et ce serait vraiment un paradoxe si la gauche française, donc cette idéologie gauchiste et gauchisante qui est sur le déclin, eh bien, nous en reprenne encore le pouvoir pour 5 ans et enfonce la France encore plus bas qu'elle l'a mise aujourd'hui. Mais c'est vrai que François Fillon aura affronté des forces très importantes, mais comme il a déjà commencé à le faire depuis 4 semaines. Je remercie nos collègues français et je dirais seulement 3 choses. Premièrement, en vous écoutant, j'ai non seulement pensé, mais senti que la démocratie, c'est une jeune fille très très fragile, maintenant bien attaquée par tel type comme mass média et les sondages. Non seulement aux États-Unis, mais maintenant en Europe aussi. Deuxième, je me rappelle les mots prononcés par votre grand homme, Charles de Gaulle, qui a dit que dans le monde il y a seulement 3 cuisines, française, chinoise et politique. Eh bien, c'était la démonstration d'une très bonne cuisine politique d'une manière française. Et enfin, je veux dire que nous, les autres Russes, nous voulons voir la France stable, forte et efficace dans les affaires étrangères. Merci.